Ma fille a disparu la veille de son mariage, directement avant de remonter l'allée vers l'hôtel. La police a affirmé qu'elle avait fui. J'ai tout vendu, la villa familiale, la voiture, mes économies de toute une vie pour la retrouver. 4 ans d'enfer. Puis son ami de fac est arrivé avec une vidéo glaçante. Elle n'a pas fui, ton gendre cupide l'a enlevée. Ma vengeance, froide, méthodique et parfaitement légale, sera implacable. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire quelle heure il est dans ta région en ce moment. Le dossier bleu marine était ouvert sur la table de ma propre salle à manger. Mes documents, mon testament, les actes de propriété de Villa les Glycines. Delphine Rousseau, la sœur de mon futur gendre, les feuilletait avec le naturel d'une propriétaire inspectant son bien. Intéressant, a-t-elle murmuré en caressant du doigt la clause de donation-partage que j'avais rédigée 6 ans plus tôt. Très méticuleux. J'ai posé mon carton de décoration florale près de la porte. Nous étions le 19 mars 2021. Dans 24 heures, ma fille Fanny épouserait Romain Rousseau dans le jardin de cette villa qui appartenait à ma famille depuis 3 générations. J'avais passé la matinée chez le traiteur, vérifier les derniers détails avec le photographe. Je m'attendais à trouver une maison vide, ou au pire, Fanny stressée par les préparatifs. Pas une inconnue fouillant dans mes affaires personnelles comme si elle cherchait un document égaré dans son propre bureau. Ces documents étaient dans mon coffre, ai-je dit d'une voix que j'ai gardé posée. 38 ans comme notaire à Lyon m'ont appris à contrôler mes émotions. Puis-je savoir comment vous y avez accédé ? Delphine a levé les yeux. Pas une once de gêne sur son visage. Elle portait un tailleur gris anthracite qui coûtait probablement plus cher que le costume que je m'étais acheté pour le mariage. Avocate en droit des affaires, m'avait dit Romain lors du dîner de fiançailles. Une des meilleures de Marseille. Romain m'a donné la clé, a-t-elle répondu avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Après tout, dans quelques heures, tout ceci fera partie du patrimoine familial, autant que je me familiarise avec les détails administratifs, pour aider Fanny, bien sûr. Le patrimoine familial. Elle avait utilisé le terme technique avec une précision qui m'a glacé le sang. Pas la maison de Fanny, pas votre belle propriété. Le patrimoine, comme si elle calculait déjà sa valeur marchande. 890 000 euros selon la dernière estimation du cadastre. Plus les 340 000 euros d'investissement que j'avais mis de côté pour ma fille. Delphine, ma chérie. La voix aigrelette de Sylvie Rousseau, la mère de Romain, a résonné depuis le salon. Viens voir, il y a une immense tache d'humidité au plafond. Et ces rideaux, mon Dieu, on dirait du tissu récupéré dans une brocante de province. Ces rideaux en soie de Lyon dataient de 1952. Ma grand-mère les avait choisis. Mais Sylvie Rousseau, qui vivait dans un 3 pièces à Vénissieux, se permettait de critiquer le goût de ma famille. J'ai respiré, compté jusqu'à 5, une technique que j'enseignais aux clients stressés lors des signatures d'actes. Madame Rousseau, si vous pouviez éviter de... François, Romain est apparu dans l'embrasure, un verre de ce qui ressemblait fort à mon pommard 2015 à la main. Mon pommard que je gardais pour les grandes occasions, pour demain. On parlait justement de vous. Maman trouve que la maison aurait besoin de quelques travaux de modernisation. Rien de bien méchant. Une cuisine ouverte, refaire la salle de bains à l'étage. Il a bu une gorgée de mon vin en scrutant ma réaction. 35 ans, un sourire de commercial et cette assurance des gens qui n'ont jamais vraiment travaillé pour obtenir quoi que ce soit. Agent immobilier chez une petite agence du 6e arrondissement. Salaire, 2005 euros net. Je le savais, un notaire vérifie toujours les finances de celui qui épouse sa fille unique. Cette maison n'a pas besoin de travaux, ai-je articulé. Elle a été entièrement rénovée il y a 3 ans. Oh, mais c'est déjà dépassé. Sylvie est apparue à son tour, inspectant les moulures du plafond avec une moue dédaigneuse. De nos jours, on veut de l'espace, de la lumière. Ces vieilles bâtisses sombres ? Où est Fanny ? Les mots sont sortis plus sèchement que prévu. Elle se repose, a répondu Romain en vidant son verre. La pauvre est épuisée, toute cette pression, le stress du mariage. Elle avait besoin de calme. On lui a suggéré de monter s'allonger.
On lui a suggéré, dans sa propre maison, comme si elle était une invitée gênante lors d'un dîner entre adultes. Je vais la voir. François, la voix de Romain a changé. Plus de jovialité forcée, quelque chose de plus dur. Avant que vous montiez, on devrait clarifier certaines choses. Cette vie-là, les documents montrent qu'elle fait partie d'une donation-partage. Mais Fanny est fille unique, donc techniquement, l'ai-je coupé. Cette vie-là appartient encore à Fanny, et à travers elle, à moi tant que je suis en vie. Le mécanisme d'usufruit est très clair. Delphine a refermé le dossier avec un claquement sec. L'usufruit peut être contesté dans certaines circonstances, surtout si la jouissance du bien cause un préjudice économique au nu propriétaire. Elle me citait du Code civil. À moi, un notaire qui avait rédigé plus de 3000 actes de donation. J'ai eu cette envie très civilisée de lui rappeler les bases du respect, avec des mots choisis, cinglants. Madame Rousseau, ai-je dit à la place, je vous suggère de ranger ces documents exactement où vous les avez trouvés, et de quitter cette pièce avant que je ne considère votre présence comme une violation de domicile. Le silence qui a suivi était presque palpable. Delphine m'a regardé comme si j'étais un insecte particulièrement désagréable qu'elle venait de découvrir dans sa salade. Romain a posé son verre vide. Un rond humide s'est formé sur le bois précieux de la table. Il n'a pas mis de sous-verre. « Écoutez, François, » a-t-il dit avec un sourire qui se voulait conciliant, mais qui ressemblait plutôt à une grimace. « On est famille maintenant, ou presque. Pas besoin de tension. Ce qu'on essaie de vous dire, c'est simple, dans 24 heures, tout ceci sera de toute façon à nous, autant commencer à planifier l'avenir, non? À nous. Pas à Fanny et moi. À nous. Comme si sa mère et sa sœur avaient déjà leur nom sur le titre de propriété. J'ai regardé ce jeune homme qui allait épouser ma fille le lendemain. Ce jeune homme qui buvait mon vin sans permission, qui laissait sa famille fouiller mes documents, qui parlait de Emma Maison comme d'un bien déjà acquis. Et j'ai vu, avec cette clarté terrible que donne l'expérience, exactement ce qu'il était. Un parasite, charmant certes, mais un parasite quand même. Sortez. Pardon ? Sylvie a porté une main à sa poitrine comme si je venais de la gifler. Sortez de ma maison, maintenant. Romain a échangé un regard avec Delphine. Quelque chose a passé entre eux, un signal, une compréhension. Comme vous voulez, a dit Romain en se dirigeant vers la sortie. Mais demain, après la cérémonie, on reprendra cette conversation. Et vous découvrirez que les choses ont changé, François. Beaucoup changé. Ils sont partis, tous les trois. Delphine a emporté le dossier bleu. Je ne l'ai pas réclamé. J'en avais des copies. Un bon notaire a toujours des copies. La porte s'est refermée. Le silence est revenu. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose d'anormal. Fanny n'était pas descendue. Pas même pour dire bonjour à son père qu'elle n'avait pas vu depuis 2 jours. Ma fille qui m'appelait 3 fois par semaine. Ma fille qui me racontait tout. J'ai monté les escaliers 4 à 4. Sa chambre était vide, lit fait, fenêtre ouverte. Fanny ? Aucune réponse. J'ai vérifié la salle de bain. Vide, le bureau, vide, les autres chambres. Mon téléphone a vibré. Un message de Fanny. « Papa, j'ai besoin de prendre l'air. Rendez-vous demain à l'église. Je t'aime. » Prendre l'air. À 19h30, la veille de son mariage. Sans me dire au revoir alors que j'étais dans la maison. Quelque chose n'allait pas. Terriblement pas. Je suis descendu dans le jardin. La nuit tombait, projetant des ombres longues sur les massifs de glycine qui donnaient son nom à la villa. C'est en contournant le vieux chêne que je l'ai trouvé. Son téléphone. Dans les buissons de buis, près du portail arrière. Écran brisé, en toile d'araignée. Et sur le gravier, juste à côté, quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Des traces de freinage, fraîches. Et des marques dans la terre meuble, comme si quelqu'un avait été traîné. J'ai appelé la police. Ils sont arrivés à 21h17. 2 gendarmes blasés qui ont pris ma déposition avec la motivation d'employés en fin de service. « Monsieur Durand, votre fille a 28 ans. Elle a envoyé un message. Elle a probablement eu besoin de réfléchir avant le grand jour. Vous savez, le stress pré-mariage. Son téléphone est cassé. Il y a des traces de lutte. » Le plus jeune a échangé un regard avec son collègue, le genre de regard qui dit « encore un père anxieux qui surréagit ». Des traces de lutte ?
Je vois juste un téléphone tomber et quelques marques de pneus. Elle a pu le faire tomber en montant dans une voiture? Une amie est venue la chercher, peut-être? J'ai insisté, montré les marques dans la terre. Le message qui ne ressemblait pas au style de Fanny. Elle m'appelait toujours papa avec un cœur emoji. Jamais juste papa sec comme ça. Ils ont noté, promis de surveiller la situation. Sont repartis en me tapotant l'épaule avec cette condescendance qu'on réserve aux vieux qui s'inquiètent pour rien. Le lendemain 20 mars, l'église Saint-Nizier était pleine. Les invités attendaient. Le prêtre jetait des regards inquiets à sa montre. Romain, en costume 3 pièces, affichait une mine parfaitement répétée de fiancé abandonné. Sylvie sanglotait dans un mouchoir en dentelle. Delphine consolait son frère avec des gestes théâtraux. Fanny n'est jamais venue. À 15h30, j'ai reçu un appel de la gendarmerie. Ils avaient retrouvé sa voiture, garée près de la gare Pardieu. Un témoin l'avait vue monter dans un TGV pour Paris la veille au soir. Seule, 2 valises avec elle. Vous voyez, monsieur Durand, elle est partie. Les jeunes mariés ont parfois des doutes. C'est malheureux, mais pas criminel. Nous classons le dossier. Classé. Ma fille disparaît la veille de son mariage et c'est classé. J'ai engagé le premier détective privé le 22 mars. Madame Laurent. Tarif 85 € de l'heure, plus frais. Elle a travaillé 3 mois. Épluché les caméras de surveillance de la gare, vérifié les hôtels parisiens, interrogé les amis de Fanny. Résultat, rien. Comme si ma fille s'était volatilisée. J'en ai engagé un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Mes économies fondaient 670 000 € accumulés en près de 40 ans de carrière, partis en 6 mois. Les détectives promettaient tous la même chose. Encore un peu de temps, monsieur Durand, on est sur une piste sérieuse. Mensonges, tous. Mais j'étais un homme qui se noyait et il me vendait des bouées en plomb. En septembre 2021, j'ai vendu mon appartement du 2e arrondissement. 120 mètres carrés avec vue sur le Rhône, acheté en 1989 pour 180 000 francs, vendu pour 520 000 €. L'argent est allé à 2 nouveaux détectives qui m'assuraient avoir des contacts dans la police. Nouveau mensonge. Ma Mercedes CLS 350, achetée neuve en 2018, vendue 45 000 € en janvier 2022 à un concessionnaire qui a dû sentir mon désespoir. Elle en valait 58 000, et puis en mars 2022, ma collection de vins. 75 bouteilles. Des Bordeaux, des Bourgognes, quelques Châteauneuf-du-Pape exceptionnels, réunis au fil de 30 ans de passion, vendus aux enchères pour 87 000 €. Un Pétrus 1990 est parti pour 3 400 €. Il en valait le double, mais je n'avais plus le luxe de négocier. Pendant ce temps, quelque chose d'obscène se déroulait sous mes yeux impuissants. Romain Rousseau a engagé un avocat, Maître Bernard, spécialiste en droit successoral. En juin 2021, il a obtenu un jugement du tribunal. En tant que partenaire de Pax de Fanny Durand, ils avaient signé ce satané document une semaine avant sa disparition. Il avait le droit d'agir en qualité de représentant légal de sa compagne disparue, le Pax. Ce piège que je n'avais même pas vu se refermer. En août 2021, Romain a demandé l'accès à Villa les Glycines pour préserver le patrimoine de sa partenaire. Le juge a accepté. En septembre, la famille Rousseau s'installait dans Emma Maison. Dans la maison de Emma Famille. J'ai dû louer un studio, rue Servien, 28 mètres carrés, 680 € par mois. Les murs sentaient l'humidité et la peinture bon marché. Par la fenêtre, je voyais un mur gris, rien d'autre. Ma retraite de notaire, 2 340 € par mois. Après le loyer, il me restait 1 660 € pour vivre, pour manger, pour continuer à payer les détectives qui ne trouvaient rien. J'ai pris un travail de consultant juridique, 15 € de l'heure. J'aidais des étudiants en droit à rédiger leur mémoire. Moi qui avais dirigé une étude notariale pendant 23 ans. Moi qui avais conseillé des PDG, des héritiers, des familles fortunées. Les années ont passé. 2022, 2023, 2024, chaque détective finissait par abandonner.
Monsieur Durand, je suis désolé. Votre fille ne veut manifestement pas être retrouvée. Il faut l'accepter. L'accepter. Accepter que ma Fanny, qui m'envoyait des photos de ses projets d'architecture à minuit parce qu'elle ne pouvait pas attendre le lendemain pour me les montrer, ait disparu volontairement sans un mot, sans un signe. Non. Je ne pouvais pas l'accepter. En décembre 2024, j'ai ouvert mon relevé bancaire. Solde, 8 400 €. C'est tout ce qui me restait d'une vie de travail, de sacrifice, d'économie prudente. J'étais assis dans mon studio qui sentait le moisi, avec pour seule lumière l'éclat blafard du lampadaire de la rue. La photo de Fanny enfant était posée sur la table basse. 6 ans, 2 nattes, un sourire édenté. Elle tenait un diplôme de natation. « Regarde papa, j'ai eu la médaille d'or. » Elle avait toujours été comme ça, brillante, déterminée. Elle ne renonçait jamais. Alors pourquoi aurait-elle renoncé à son mariage? À sa vie? À moi? La réponse était simple, elle n'avait pas renoncé. On l'en avait empêchée. J'ai fermé les yeux, revu le visage de Romain ce soir du 19 mars. Son sourire, ses mots, dans 24 heures, tout ceci sera de toute façon à nous. Le lendemain, Fanny disparaissait. Et le mois suivant, il obtenait l'accès à sa fortune. Trop parfait, trop synchronisé. Mais je n'avais aucune preuve, juste l'intuition d'un père désespéré. Et l'intuition ne tient pas devant un tribunal. J'ai regardé la photo de ma fille, ses yeux pétillants, son sourire confiant. « Je te retrouverai », ai-je murmuré dans le silence du studio. Je ne sais pas comment, je ne sais pas combien de temps ça prendra. Mais je te retrouverai. Et ceux qui t'ont fait ça le paieront. C'était une promesse, la seule chose qui me restait à donner. 2 semaines plus tard, quelqu'un a frappé à ma porte. Un jeune homme que je n'avais pas vu depuis 4 ans, Félix Dubois, ancien camarade d'études de Fanny à l'école d'architecture. Il tenait une clé USB. « Monsieur Durand, a-t-il dit, et sa voix tremblait légèrement. « Il faut qu'on parle, j'ai trouvé quelque chose qui va tout changer. » Félix Dubois. Je me souvenais de lui. Grand, un peu maladroit, avec cette façon de rougir quand Fanny lui adressait la parole. Il avait assisté aux fiançailles, timide dans son coin, observant ma fille avec des yeux qui en disaient long, trop long probablement. Romain l'avait remarqué aussi, l'avait gentiment écarté des photos de groupe avec cette cruauté désinvolte des beaux parleurs. Il s'est assis sur l'unique chaise de mon studio, les mains crispées sur la clé USB, comme si c'était une grenade dégoupillée. « Je ne vous ai jamais oublié, monsieur Durand, ni vous, ni Fanny. Quand elle a disparu, il a dégluti. J'ai su que quelque chose n'allait pas. Fanny ne m'avait jamais parlé de fugue, jamais. Elle était inquiète avant le mariage, oui, mais pas au point de tout abandonner. Inquiète comment? Ma voix était sortie plus sèchement que prévu. Elle disait que Romain changeait, qu'il posait trop de questions sur la villa, sur votre patrimoine, que sa sœur Delphine venait souvent par hasard quand elle travaillait sur ses plans d'architecture, qu'elle fouillait. Il a levé les yeux vers moi. Fanny pensait qu'elle était parano, moi j'ai pensé qu'elle avait raison. Il a inséré la clé USB dans mon vieux laptop. L'écran s'est illuminé, un fichier vidéo. Horodatage, 20 mars 2021, 6h47, port de Marseille, quai privé. Caméra de surveillance grainée mais suffisamment nette. 2 hommes que je ne connaissais pas portaient quelque chose, quelqu'un, enveloppé dans une couverture. Les mouvements étaient ceux d'un corps inerte ou ligoté. Derrière eux, dirigeant l'opération avec des gestes précis, Romain Rousseau, en costume, comme s'il sortait d'un mariage annulé. Ils ont monté à bord d'un yacht, pas un bateau de location, un vrai yacht. Non sur la coque, Liberté 2. Quelle ironie dégoûtante. J'ai mis 4 ans à obtenir ça, a murmuré Félix. 4 ans à chercher, à poser des questions. J'ai dépensé mes économies, 12 000 €, pour convaincre un gardien du port de me laisser accéder aux archives. Il m'a fallu 6 mois rien que pour localiser le bon port. Marseille, Toulon, Nice, j'ai ratissé toute la côte. Sur l'écran, le yacht larguait les amarres. Destination inconnue. Mais cargaison, ma fille. Le bateau appartient à une société offshore,
a continué Félix. Mais j'ai creusé. Le propriétaire réel est Didier Marty, cousin de Delphine Rousseau. Il possède plusieurs propriétés en Corse et... Je n'écoutais plus. Je regardais ce salaud de Romain donner des ordres aux deux hommes. Calculateur, méthodique, pas l'ombre d'une hésitation. Ce n'était pas un coup de tête, ce n'était pas un accident. C'était une opération planifiée, exécutée avec la précision d'un braquage de banque, pour l'argent, pour ma maison, pour l'héritage de ma fille. Quelque chose s'est brisé en moi. Ou plutôt, quelque chose s'est réveillé. Cette partie froide, analytique, que j'avais développée en 38 ans de notariat. Celle qui décortiquait les contrats, trouvait les failles, anticipait les coups tordus. Pendant 4 ans, j'avais été un père désespéré. Un homme qui cherchait, qui suppliait, qui perdait tout. Maintenant, en regardant cette vidéo, je suis redevenu ce que j'avais toujours été, un notaire qui connaissait le prix d'un document mal rédigé, d'une signature au mauvais endroit, d'une procédure légale bâclée. Félix, ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même. Ce document, légalement, il ne vaut rien. Obtenu illégalement, il sera irrecevable devant un tribunal. Son visage s'est décomposé. Mais c'est la preuve, on la tient. Une preuve qu'aucun procureur n'acceptera, aucun juge ne la regardera. J'ai fermé le laptop. Mais vous m'avez donné quelque chose de plus précieux qu'une preuve recevable. Vous m'avez donné la certitude. Et la certitude, pour un notaire, c'est une arme. Les jours suivants, je les ai observés différemment. Comme si un voile s'était levé. Je suis passé devant Villa Les Glycines, ma villa, leur vol. Les volets neufs, mes volets en chêne du 18e, avaient disparu, remplacés par du PVC blanc. Le portail en fer forgé que mon grand-père avait fait installer en 1947 avait été arraché. À la place, un portail automatique chromé qui jurait avec l'architecture. J'ai sonné. Sylvie Rousseau a ouvert, vêtue d'un peignoir en soie qui coûtait probablement 400 €. Elle m'a regardé comme on regarde un démarcheur. « François, quelle surprise! Vous vouliez quelque chose ?» Vous vouliez quelque chose. Dans ma propre maison familiale. Leur arrogance était devenue si spectaculaire qu'elle méritait presque des applaudissements. Je venais juste voir comment allait la maison. Oh, magnifiquement bien. On a fait tellement de travaux. Romain a installé une cuisine américaine, tellement plus moderne. Et on a abattu ce mur entre le salon et la bibliothèque. Ça ouvre l'espace. Vous ne trouvez pas? La bibliothèque où mon père rangeait ses éditions originales. Le mur qui datait de 1887, abattu, pour ouvrir l'espace. Et Romain? Delphine? Delphine est à son cabinet à Marseille. Elle gagne tellement bien sa vie maintenant. Et Romain, eh bien, avec la vente de quelques meubles de la maison, il a pu investir dans une nouvelle affaire immobilière. Très prometteuse. Vente de quelques meubles. Mes meubles. Le secrétaire Louis XV de ma grand-mère. La table de salle à manger en noyer massif. Le lustre vénitien du hall. C'est formidable, ai-je articulé. Elle n'a même pas saisi l'ironie, n'est-ce pas? Fanny aurait été si fière de voir comment Romain fait fructifier son patrimoine. Fanny, celle qu'ils avaient enlevée, séquestrée, celle qu'ils avaient fait passer pour une fugueuse égoïste. Je suis parti avant de dire quelque chose que je regretterais, ou pire, quelque chose qui les alerterait. Parce qu'un plan commençait à se former. Froid, méthodique, implacable. Cette nuit-là, j'ai ouvert un dossier. Classeur noir, intercalaire coloré. J'ai commencé à tout répertorier. Le Pacs, signé le 12 mars 2021, 7 jours avant la disparition. Convenient timing, comme diraient les Anglais. Les actes que Romain avait signés au nom de sa partenaire de Pacs disparu. Hypothèque sur la villa, vente de biens mobiliers, ouverture de compte bancaire, mon propre testament, rédigé en 2014. Article 3. En cas de prédécès ou d'absence de mon unique héritière Fanny Durand, l'intégralité de mes biens sera dévolue à la Fondation pour les personnes disparues. Romain ne pouvait rien hériter. Le Pacs ne donnait aucun droit successoral sans testament en sa faveur. Et je n'en avais jamais rédigé. Tous ces actes
était basée sur une prémisse fausse. J'ai souri. Pour la première fois en 4 ans, un vrai sourire. Celui du chasseur qui vient de repérer la faille dans la défense de sa proie. Ils avaient commis une erreur. Une erreur de notaire débutant, et j'allais la leur faire payer. Le cabinet de maître Hugo Fournier se trouvait rue de la République, au 3e étage d'un immeuble haussmannien. Ago et moi avions été collègues pendant 15 ans avant qu'il ne se spécialise en droit pénal. Nous jouions au bridge tous les jeudis. Enfin, nous jouions. Avant que je ne perde tout. François, il m'a serré la main puis m'a observé. Tu as changé. Dans les yeux. J'ai retrouvé ma fille. Enfin, je sais où elle est. Je lui ai tout raconté. La vidéo, Félix, mes déductions. Il m'a écouté en prenant des notes, cette habitude d'avocat de tout consigner. La vidéo ne sera pas recevable en procédure pénale, a-t-il confirmé ce que je savais déjà. Obtenue illégalement, fruit d'un acte de corruption. Aucun procureur ne la touchera. Je sais, mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Hugo a levé un sourcil. Alors pourquoi? Parce que le droit, ce n'est pas que le pénal. Il y a le civil, les procédures, les vices de forme. Un sourire lent est apparu sur son visage. Tu veux attaquer par le flanc? Je veux détruire tout ce qu'ils ont construit, légalement, méthodiquement, et je veux que ça fasse mal. Nous avons travaillé 3 heures. Hugo m'a expliqué les subtilités du droit civil, les recours possibles. Moi, je lui ai montré les failles dans les actes signés par Romain. Ils se sont précipités, ai-je dit en étalant les documents sur son bureau. Regarde, l'hypothèque sur la villa, signée 2 mois après la disparition, basée sur sa qualité de partenaire de Pacs. Mais le Pacs ne confère aucun droit de propriété. Aucun. Sauf si elle l'avait désigné comme bénéficiaire. Ce qu'elle n'a jamais fait. J'ai vérifié, 3 fois. Hugo a sifflé doucement. Ils ont hypothéqué un bien dont ils n'avaient pas la propriété. C'est illégal, frauduleux et parfaitement attaquable. Mais toi non plus, tu n'es plus propriétaire. La donation partage? Ah, j'ai sorti un autre document. La donation partage de 2015. Regarde l'article 7. Clause résolutoire en cas de maltraitance ou d'abandon du donataire. Fanny a été enlevée, séquestrée. Je peux faire valoir que Romain, en tant que partenaire de Pacs, a failli à son devoir de protection. La donation peut être révoquée. Le silence qui a suivi était délicieux. Hugo me regardait comme s'il me découvrait pour la première fois. Tu as passé 4 ans à préparer ça. Non, j'ai passé 4 ans à me détruire. J'ai passé les 3 derniers jours à préparer ça. François, même si tu réussis à faire annuler les actes, tu ne pourras pas récupérer Fanny tant qu'on n'a pas de preuves recevables de sa séquestration. Je sais. C'est pour ça que j'ai besoin d'une détective. Une vraie. Pas un charlatan qui me vendra du vent. Hugo a réfléchi. Sandrine Martin, la meilleure de Lyon. Spécialisée dans les affaires familiales complexes. Discrète, efficace, chère. Combien? Pour ce genre d'enquête? Au moins 5 000 €, peut-être 7 000. J'avais 8 400 €. C'était tout ce qui me restait. Si je les dépensais, je n'aurais plus rien. Plus de matelas de sécurité. Plus de possibilité d'erreur. Appelle-la. Sandrine Martin m'a reçu le lendemain dans un café discret près de la gare. La quarantaine, cheveux courts, regard qui ne laissait passer aucun détail. Elle a écouté mon histoire sans m'interrompre, en buvant un expresso serré. 7 000 €, a-t-elle dit finalement. Pour 2 semaines de travail intensif. Si je ne trouve rien, vous ne payez que 3 000. Si je trouve, 7 000. Trouvez-la. Elle a trouvé. En 12 jours exactement. Fanny était vivante, retenue dans une villa à Porto Vecchio, en Corse. Propriété enregistrée sous le nom d'une société offshore basée aux îles Caïmans. Société dont le bénéficiaire effectif était Didier Marty, le cousin de Delphine. Elle est surveillée, m'a dit Sandrine lors de notre dernière rencontre. Un gardien, parfois 2. La villa est isolée, accès par chemin privé. Mais elle n'est pas enfermée physiquement, c'est psychologique. On lui a dit que vous l'aviez abandonnée, que vous ne vouliez plus d'elle après son coup d'éclat. Elle pense que Romain est le seul à la protéger. Ma main s'est crispée sur ma tasse. Elle va bien? Physiquement, oui. Mentalement,
Sandrine a secoué la tête. 4 ans d'isolement, de manipulation. Ça laisse des traces. J'ai payé les 7 000 euros. Il me restait 1 400 € sur mon compte. De quoi tenir 3 semaines, peut-être un mois en me serrant la ceinture. Il y a autre chose, a ajouté Sandrine. J'ai consulté un notaire pour vous, maître René Dumont. Il a vérifié tous les actes signés par Rousseau. Elle m'a tendu un dossier. Épais. Complet. René Dumont avait fait un travail remarquable. 43 actes, signés sur 4 ans, hypothèque, vente, donation, procuration. Un échafaudage juridique impressionnant, construit sur du sable. Chaque acte, absolument chaque acte, est basé sur la prémisse que Rousseau a des droits sur le patrimoine de Fanny en tant que partenaire de Pax, avait noté René dans son analyse. Or, sans testament en sa faveur, le Pax ne confère aucun droit successoral. Article 515-1 à 515-7 du Code civil. Tout l'édifice juridique est vicié à la base. J'ai fermé le dossier. Regardé par la fenêtre du café. Dehors, Lyon continuait sa vie. Les gens couraient, riaient, vivaient. Moi, j'avais un plan. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec maître René Dumont. Son étude se trouvait place Bellecour, dans un hôtel particulier du XVIIe siècle. René avait 10 ans de moins que moi, mais une réputation d'intégrité absolue. Nous nous étions croisés lors de séminaires professionnels. François, il m'a accueilli avec cette courtoisie formelle des notaires. Sandrine Martin m'a parlé de votre situation. C'est consternant. C'est surtout illégal et je veux que chaque acte frauduleux soit annulé, un par un, méthodiquement. Nous avons passé 3 heures à disséquer le dossier. René était brillant. Il a identifié non seulement les vices de fond, mais aussi des vices de forme. Des signatures qui ne correspondaient pas. Des dates incohérentes, des témoins inexistants. On peut attaquer sur plusieurs fronts, a-t-il conclu. Mais le plus efficace serait une action globale en nullité. Faire tomber la prémisse, tout le reste s'écroule. Combien de temps? Si on engage la procédure début février, première audience fin février, jugement mi-mars au mieux. Les Rousseau peuvent faire appel, bien sûr, mais ils n'auront pas le temps. J'ai posé sur son bureau un autre document. Ma donation partage de 2015, article 12. En cas de révocation pour juste motif, la quotité disponible peut être réaffectée immédiatement à un autre bénéficiaire. René a lu, relu, puis a levé les yeux vers moi avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Vous allez donner 60% de la villa à quelqu'un d'autre? À la Fondation pour les personnes disparues? Ironique, vous ne trouvez pas? Ils vont paniquer. C'est le but? Ce soir-là, dans mon studio qui sentait le renfermer, j'ai regardé le dossier noir que j'avais constitué. 43 actes à attaquer, 43 mensonges à démolir, 43 coups à porter. Félix avait raison, j'avais changé, dans les yeux, dans la voix, dans l'âme. Pendant 4 ans, j'avais été la victime, l'homme brisé, le père désespéré qui vendait tout pour retrouver son enfant. Maintenant, j'étais redevenu ce que j'aurais dû rester, un notaire qui connaissait la puissance d'un document, la force d'une procédure, l'efficacité implacable du droit français quand on sait l'utiliser. Romain Rousseau avait dit, le 19 mars 2021, « Dans 24 heures, tout ceci sera de toute façon à nous. » Il avait eu 4 ans pour en profiter. Ces 4 années venaient de se terminer. Et il ne le savait pas encore. C'était ça, le plus délicieux. Le 5 février 2025, à 9h30 précise, je suis entré dans l'étude de maître René Dumont. Le dossier noir sous le bras. 43 actes à faire tomber. 43 mensonges juridiques à démolir. René m'attendait dans son bureau lambrissé qui sentait le vieux papier et la cire d'abeille. Sur sa table, les documents que nous avions préparés pendant des semaines. Action en nullité. Assignation au tribunal de grande instance. Activation de la donation-partage de 2015. Vous êtes certain, François? Il m'a regardé par-dessus ses lunettes en 2001. Une fois que nous engageons cette procédure, il n'y a plus de retour en arrière. J'attends ce moment depuis 4 ans. Déposons les requêtes.
Il a hoché la tête et ouvert le premier dossier. L'action en nullité visait tous les actes signés par Romain Rousseau depuis avril 2021. L'argument était d'une simplicité brutale. Romain n'avait aucun droit de représenter Fanny. Le Pacs ne conférait aucune qualité successorale, aucun pouvoir de gestion du patrimoine. Article 515-4 du Code civil. Limpide comme de l'eau de roche. Chaque signature qu'il a apposée était un faux en écriture, a murmuré René en paraphant les documents. Au sens juridique du terme, il a agi sans mandat. Et l'hypothèque sur la villa. Nul et de nul effet. On ne peut pas hypothéquer un bien dont on n'a pas la propriété. Le crédit qu'il a obtenu, 340 000 €, c'est ça. Exactement, à rembourser sur 15 ans. Taux de 2,3%. Il en a utilisé une partie pour rénover ma maison. Le reste, je suppose qu'il l'a investi dans ses affaires douteuses. René a souri, un sourire froid de professionnel qui vient de trouver la faille fatale dans un contrat. Quand le juge annulera l'hypothèque, la banque va se retourner contre lui personnellement. Il devra rembourser les 340 000 € sans aucune garantie. S'il ne peut pas, faillite personnelle, interdiction bancaire, saisie. Précisément, il a tamponné le dernier document. Le bruit du seau sur le papier, ce petit claquement métallique, a résonné dans le silence, définitif, irrévocable. Et maintenant, le second volet, a dit René en sortant un autre dossier. La donation partage de 2015. Ah, ma donation partage. Ce bijou juridique que j'avais rédigé 10 ans plus tôt, quand Fanny avait 18 ans et que je commençais à penser à l'avenir. À l'époque, c'était une simple précaution, une façon d'organiser ma succession de mon vivant. Aujourd'hui, c'était une arme. Article 12 de l'acte, a récité René. Clause résolutoire en cas de maltraitance, d'abandon ou de mise en danger du donataire. La donation peut être révoquée pour juste motif. Fanny a été enlevée, séquestrée, par l'homme qui prétendait l'aimer. Si ce n'est pas une mise en danger, c'est recevable. Et l'article 13 prévoit qu'en cas de révocation, vous pouvez réaffecter immédiatement la quotité disponible. 60% de la villa, 534 000 € de valeur marchande. Que vous souhaitez donner à la Fondation pour les personnes disparues. René a levé les yeux, puis a souri. Un vrai sourire cette fois. Vous avez le sens du symbole, François. Ironie délicieuse. Je trouve aussi. Il a préparé l'acte modificatif. J'ai signé. Il a contresigné. A posé son sceau de notaire. En France, rien n'est plus définitif qu'un acte notarié. C'est la loi gravée dans le marbre. Ils vont le savoir quand, ai-je demandé. L'huissier leur remettra les convocations demain matin. Assignation au tribunal pour le 18 février. Notification de la donation à la Fondation dans la foulée. Parfait. Nous sommes sortis de l'étude à 11h45. Le soleil de février était pâle, presque timide, mais l'air sentait le printemps, le renouveau. J'ai marché jusqu'à Villa-les-Glycines. Une dernière fois avant que tout ne bascule. Les volets en PVC blanc me faisaient toujours mal aux yeux. Le portail automatique chromé jurait avec les pierres du XIXe siècle. Romain sortait justement. Costume gris, attaché-case à la main. L'image même de l'homme d'affaires prospère. Il m'a vu, a hésité, puis a avancé avec ce sourire condescendant qu'il réservait au pauvre type. « François, quelle surprise! Vous alliez bien ?»« Très bien, Romain, très bien même. Et vous, les affaires marchent ?»« Oh, vous savez, on ne peut pas se plaindre. » Il a tapé son attaché-case. « Justement, je vais signer un nouveau contrat. Grosse affaire, très grosse. » Félicitations, profitez-en bien. Il a froncé les sourcils, cherchant le sarcasme. Mais j'avais parlé d'un ton parfaitement neutre. Oui, enfin, bon, je dois y aller, bonne journée. Il est parti vers sa BMW série 5, noire. Immatriculé en novembre 2024. Acheté avec l'argent de l'hypothèque sur ma villa, probablement. Je l'ai regardé partir en souriant. Profite bien de ta dernière journée de fausse prospérité, ai-je pensé. Demain, l'huissier sonnera à ta porte. Et ton petit château de cartes commencera à s'effondrer. Ce soir-là,
Hugo est passé à mon studio avec une bouteille de Côte-du-Rhône. Pas un grand cru, mais un honnête vin de pays. Au premier coup, a-t-il dit en levant son verre. Au premier coup, ai-je répété. Nous avons bu en silence, puis Hugo a demandé. Et Fanny, le plan pour la libérer? Sandrine y travaille, mais il faut être patient. Si on précipite, il pourrait la déplacer. Ou pire. Tu vas la revoir, François. Bientôt. J'ai hoché la tête, incapable de parler. L'émotion me serrait la gorge. 4 ans. 4 ans que je n'avais pas vu ma fille. 4 ans qu'elle me croyait mort pour elle. Mais bientôt, très bientôt, elle saurait la vérité. Le lendemain matin, 6 février, l'huissier de justice Jean-Claude Mercier, un homme méticuleux que je connaissais depuis 20 ans, s'est présenté à Villa-les-Glycines à 8h30. Romain a ouvert en peignoir, les cheveux en bataille. Pas vraiment l'image du businessman prospère. Monsieur Romain Rousseau. Oui, qu'est-ce que c'est? Jean-Claude Mercier, huissier de justice. J'ai des documents à vous remettre en main propre. Mercier m'a raconté la scène plus tard, autour d'un café. Avec délectation. Romain a pris l'enveloppe, l'a ouverte, a commencé à lire. Et là, d'après Mercier, son visage a traversé toute la palette des émotions humaines en moins de 30 secondes. Confusion, incrédulité, compréhension, panique. Mais c'est quoi ce bordel? Une assignation au tribunal de grande instance de Lyon, monsieur. Pour nullité des actes que vous avez signés concernant le patrimoine de mademoiselle Fanny Durand. L'audience est fixée au 18 février à 14h30. C'est une blague? Une putain de blague. Je vous assure que non, monsieur, l'acte est parfaitement légal. Romain a relu. Ses mains commençaient à trembler. L'hypothèque, la nullité de l'hypothèque, mais j'ai pris un crédit. Je ne peux que vous conseiller de consulter un avocat rapidement, monsieur. Qui a déposé ça? Qui? Maître René Dumont, notaire, au nom de monsieur François Durand. Le silence qui a suivi, m'a dit Mercier, était absolument savoureux. Romain est resté planté là, l'assignation tremblante entre ses mains, la bouche ouverte comme un poisson hors de l'eau. François Durand, ce vieux con n'a plus un rond. Comment il peut s'offrir un avocat? Ce n'est pas à moi de répondre, monsieur. Bonne journée. Mercier est reparti en sifflotant. Il m'a avoué plus tard que c'était une de ses remises de documents préférées. La tête qu'il faisait impayable. 3 heures plus tard, Delphine débarquait à Villa-les-Glycines, en furie. J'étais installé dans un café en face de la villa. Le bistrot des Glycines. Une position parfaite pour observer sans être vu. Mon expresso refroidissait devant moi, mais je m'en fichais. Je voulais voir leur réaction. Toutes leurs réactions. Delphine est arrivée dans une Audi grise, conduite en mode panique. Elle a pilé devant le portail et sorti en claquant la portière. Son tailleur impeccable ne pouvait pas masquer la tension dans ses épaules, la raideur de sa démarche. Elle a sonné avec insistance. Romain a ouvert. Même de loin, je voyais qu'il était décomposé. Chemise froissée, visage blême. Ils sont rentrés précipitamment. J'ai siroté mon café en imaginant la scène. Les cris, les accusations, la panique qui monte. Qui va payer l'avocat? Comment annuler ça? C'est quoi ce délire? Mon téléphone a vibré. René. Le jugement est avancé. Le juge a vu l'urgence. Audience le 18 février à 9h30. Ils n'auront que 12 jours pour se préparer. Parfait. Les jours suivants ont été intéressants. J'ai observé les Rousseau s'agiter comme des fourmis dont on vient de détruire la fourmilière. Delphine a engagé maître Jean Bernard, avocat spécialisé en droit civil. Pas donné. 8 000 € d'honoraires d'entrée, m'a dit un collègue qu'il connaissait. Sylvie, la mère, a commencé à faire le tour de ses relations pour emprunter de l'argent. Sans succès, apparemment. Qui prête 8 000 € à une famille qui vit dans une maison qui ne leur appartient pas? Romain, lui, a essayé d'aller à la banque. Renégocier le crédit, expliquer la situation. Mais comment expliquer qu'on a hypothéqué un bien qui n'était pas à nous? La directrice d'agence, Madame Petit, une femme que je connaissais vaguement,
l'a poliment mais fermement éconduit. Monsieur Rousseau, nous avons reçu notification de l'action en nullité. Tant que le tribunal n'a pas statué, nous gelons le dossier. Si l'hypothèque est annulée, eh bien vous devrez nous rembourser les 340 000 € immédiatement. 340 000 €, immédiatement. Avec quel argent? Le 18 février, je suis arrivé au tribunal à 9h15. Hugo m'accompagnait. René était déjà là, son dossier impeccablement organisé. « Vous êtes prêt ?» m'a demandé Hugo. « Depuis 4 ans. » À 9h20, la famille Rousseau est arrivée. Romain en costume mal ajusté qui le faisait ressembler à un gamin qui a emprunté les vêtements de son père. Delphine, impeccable mais les traits tirés. Sylvie qui tentait de garder son air digne mais dont les mains s'agitaient nerveusement. Delphine m'a vu. Nos regards se sont croisés. J'ai vu le moment exact où elle a compris, où toutes les pièces du puzzle se sont assemblées dans son esprit. Le vieux con ruiné qui vivait dans un studio minable n'était pas aussi fini qu'elle le pensait. Elle a murmuré quelque chose à Romain. Il s'est tourné vers moi. Son visage, cette tête qui m'avait souri avec condescendance pendant 4 ans, s'est vidé de ses couleurs. « François », il a fait un pas vers moi. « Monsieur Durand », l'ai-je corrigé froidement. « Nous ne sommes pas en famille, ici. » C'est vous qui avez déposé l'action en nullité? Oui, avec l'aide de Maître Dumont. Vous vous souvenez de l'article 515-4 du Code civil. Le Pacs ne confère aucun droit successoral. Vous avez signé 43 actes sans aucune base légale. 43. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Aucun son n'en sortait. Delphine est intervenue, sa voix d'avocate reprenant le dessus. Nous allons contester. C'est un abus de droit. Vous tentez de récupérer ce qui appartient à ma fille? Oui, absolument. Et la loi française est entièrement de mon côté. Audience numéro 3007-142, a appelé le greffier. Durand contre Rousseau. Nous sommes entrés dans la salle. Le juge Marchand présidait, un homme de 60 ans, réputé pour sa rigueur. Il a parcouru le dossier en silence pendant 3 longues minutes. « Maître Dumont, présentez votre requête. » René s'est levé, calme, méthodique, implacable. « Monsieur le Président, l'affaire est d'une simplicité confondante. Monsieur Rousseau a signé 43 actes concernant le patrimoine de mademoiselle Fanny Durand, disparue depuis mars 2021. Il justifie ses signatures par son Pacs avec mademoiselle Durand. Or, le Pacs article 515-1 à 515-7 du Code civil ne confère aucun droit de représentation, aucun droit successoral, aucun pouvoir de gestion du patrimoine du partenaire. Il a posé les documents devant le juge. Voici les 43 actes. Hypothèque immobilière, vente de biens mobiliers, ouverture de comptes bancaires, procurations diverses, tous signés sans mandat légal. Le juge a feuilleté. Son visage restait impassible, mais j'ai vu son sourcil se lever légèrement. « Maître Bernard, votre défense ?» L'avocat des Rousseau s'est levé. Il a tenté, vraiment tenté. Argument de la bonne foi, argument de la gestion nécessaire du patrimoine abandonné, argument de l'enrichissement sans cause si les actes étaient annulés. René les a démolis un par un. Avec des citations du Code civil, des jurisprudences, des références doctrinales. À 10h47, le juge a rendu son délibéré, oral, immédiat. Au vu des éléments présentés, le tribunal fait droit à la requête de M. François Durand. Les 43 actes signés par M. Romain Rousseau sont déclarés nuls et de nul effet. L'hypothèque constituée sur la propriété 647 rue Burdeau est annulée. M. Rousseau et sa famille sont sommés de quitter les lieux dans un délai de 90 jours. Le jugement est exécutoire de plein droit. Le silence qui a suivi était assourdissant. Romain s'est levé brusquement. « Mais on a fait des travaux, on a investi. » Les travaux réalisés sans autorisation du propriétaire légitime ne sont pas opposables, a répondu le juge sèchement. 90 jours, monsieur Rousseau, pas un de plus. Delphine était livide, pas blême, livide, comme si tout le sang avait quitté son corps. Ses mains s'agrippaient au dossier de la chaise devant elle. Sylvie
a laissé échapper un petit cri étranglé. La maison, notre maison, ce n'a jamais été votre maison, madame, ai-je dit doucement. C'est la maison de ma famille, de ma fille. Nous sommes sortis du tribunal. Le soleil de février était presque chaud, printanier. René m'a serré la main. Première victoire, propre, nette. Ce n'est que le début. Derrière nous, j'ai entendu des éclats de voix. Romain et Delphine qui se disputaient sur les marches du tribunal. Accusations mutuelles, panique, désespoir. J'ai souri, pas avec méchanceté, avec une satisfaction esthétique, comme devant un bon vin. 3 jours plus tard, le 21 février, Delphine est venue à mon studio. Elle avait dû se renseigner, trouver mon adresse. Elle a sonné à 18h30, j'ai ouvert. Elle se tenait dans le couloir mal éclairé, son tailleur impeccable contrastant avec les murs défraîchis. « Monsieur Durand, je peux entrer ?»« Non. Dites ce que vous avez à dire ici. » Elle a serré les mâchoires. « Très bien, je viens négocier. Vous retirez votre action, vous nous laissez la maison. En échange de quoi, Madame Rousseau ? 50 000 euros, cash, dans la semaine. » J'ai laissé le silence s'installer, puis j'ai souri, un sourire froid qui n'atteignait pas mes yeux. « Madame, je crois que vous ne comprenez pas bien la situation. Je ne négocie pas, je ne marchande pas. Je reprends simplement ce qui appartient à ma fille, ce que vous avez volé. » « Volé ? C'est un grand mot. Romain et Fanny étaient... » Romain a enlevé ma fille. Le silence qui a suivi était glacial. Delphine m'a regardé comme si je venais de la gifler. « Vous êtes fou. Fanny s'est enfuie. Elle a été enlevée, séquestrée. Et je le prouverai, en temps voulu. Vous délirez, pauvre vieux. Vous... » J'ai appris quelque chose en 38 ans de notariat, Madame Rousseau. Les gens qui signent trop de documents finissent toujours par se faire prendre. Vous avez signé 43 actes, 43 mensonges sur papier officiel. Et ce n'est que le début. Elle est partie. J'ai entendu ses talons claquer dans la cage d'escalier, furieux, paniqué. J'ai refermé la porte, me suis appuyé contre elle. Première victoire. Mais la guerre ne faisait que commencer. Et je savais déjà quel serait mon prochain coup. Entre le 21 février et le 3 mai, les Rousseau ont tenté de se battre. Delphine a engagé un autre avocat, maître Jean Bernard, spécialiste en procédure d'urgence. 15 000 euros d'honoraires. Ils ont hypothéqué la BMW de Romain pour payer, la même BMW achetée avec mon argent. Ils ont déposé une requête au tribunal, faire reconnaître Fanny légalement décédée, 4 ans de disparition. Article 88 du Code civil. Techniquement possible. L'audience était fixée au 15 avril. Si le juge déclarait Fanny morte, Romain pourrait réclamer l'assurance vie, 280 000 euros. Delphine avait bien calculé, sauf qu'elle ne savait pas ce que je savais. Que ma fille était vivante, en Corse, villa isolée près de Porto Vecchio, gardée par un homme nommé Marc, et que Sandrine Martin avait trouvé le point faible. Le 28 mars, Sandrine m'a appelé. J'ai un contact, Marc Dubois, le gardien. Il en a marre. 4 ans à surveiller une prisonnière, ça use. Pour 25 000 euros, il laisse une fenêtre ouverte le 3 mai. Vous avez les fonds ? 25 000 euros. Je n'avais que 1 400 euros. J'ai appelé Hugo. J'ai besoin d'emprunter. C'est pour Fanny. Combien ? 25 000 euros. Silence, puis je te fais un virement cet après-midi. Tu me rembourseras quand tu pourras, ou jamais. Ça m'est égal. Le 3 mai 2025, à 2h37 du matin, Félix et Sandrine sont entrés dans la villa corse. Marc avait tenu parole, porte arrière déverrouillée, système d'alarme désactivé. Il avait même laissé un plan. Première chambre à l'étage, porte de gauche. Sandrine m'a tout raconté ensuite. Chaque détail, comme un cadeau. Fanny dormait, 4 ans de captivité, et elle dormait encore avec son vieux t-shirt de l'école d'architecture. Celui avec le logo du Corbusier. Je lui avais offert pour ses 20 ans. Sandrine l'a réveillée doucement. « Fanny, ne criez pas. Je m'appelle Sandrine Martin. Je suis détective privé. Votre père m'a envoyé. » Fanny s'est redressée d'un coup. « Mon père ? Papa n'a pas... Il m'a abandonné. Romain me l'a dit. Il ne voulait plus de moi après. » Fanny,
Sandrine a sorti une enveloppe. « Regardez ça. Votre père a tout vendu pour vous retrouver. Sa maison, sa voiture, même sa collection de vins. Il vit dans un studio de 28 mètres carrés. Il a dépensé 670 000 € en 4 ans pour vous chercher. » Elle a étalé les photos. Moi devant mon studio minable, les reçus des détectives, les ventes aux enchères, les actes notariés. Fanny a regardé, ses mains tremblaient, puis elle a pleuré. Pas des sanglots, juste des larmes silencieuses qui coulaient sans s'arrêter. Ils m'ont dit qu'il était content d'être débarrassé de moi, que j'étais un poids, que... Mensonge, a dit Félix. Il était resté en retrait, mais à ce moment-là, il s'est avancé. Fanny, François a tout sacrifié, tout, pour te retrouver. Elle l'a reconnu. Félix? Félix Dubois? C'est moi qui ai trouvé les preuves, la vidéo du port. Ça m'a pris 4 ans, mais je les ai eus. Ton père, il t'attend à Lyon. Ils sont partis à 3h14, par le port privé. Un bateau les attendait, arrangé par Sandrine. Direction Marseille, puis train pour Lyon. Moi j'attendais. Dans le cabinet d'Hugo, pas chez moi, pas dans un lieu public. Il fallait documenter les retrouvailles. Pour le procès, pour les preuves. Même les retrouvailles devaient être stratégiques. Le 6 mai à 16h23, la porte s'est ouverte. Ma fille, ma Fanny, 4 ans plus âgée, plus maigre, les yeux cernés, mais vivante. Je me suis levé, mes jambes tremblaient, mes mains aussi. 4 ans d'attente, de recherche, de désespoir. Tout s'est concentré dans cet instant. Papa, sa voix. J'avais oublié combien sa voix était douce. Fanny, elle a traversé la pièce en courant, m'a serré dans ses bras. Et moi, le notaire imperturbable, l'homme qui gardait son sang-froid face à 43 actes frauduleux, j'ai pleuré comme un enfant. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Je suis tellement désolé. J'aurais dû me méfier de Romain. Les signes étaient là, mais Chut, ce n'est pas ta faute, c'est la leur, entièrement la leur. Nous sommes restés comme ça, longtemps. Hugo a discrètement quitté la pièce, Félix et Sandrine aussi. Quand nous nous sommes séparés, elle m'a regardé vraiment, a vu mes vêtements usés, mes cheveux blancs, mes mains abîmées par le travail manuel des derniers mois. Ils m'ont dit que tu ne voulais plus de moi, que tu avais refait ta vie, que... Tout était mensonge, Fanny. Tout, je n'ai jamais arrêté de te chercher, pas un seul jour. Sandrine m'a montré la maison de grand-mère, vendue, ta Mercedes, tes vins. Elle a souri à travers ses larmes. Tu as vendu ton Pétrus 1990. Je sais combien tu y tenais. Tu vaux 1000 Pétrus. Puis Hugo est revenu, avec un magnétophone et des documents. Fanny, je sais que c'est difficile, mais nous devons enregistrer ton témoignage. Maintenant, tant que c'est frais, pour le procureur. Elle a hoché la tête, s'est assise et a raconté. Tout. Comment Delphine avait tout orchestré. Les faux messages de ma part, les photos manipulées. Ton père a une nouvelle vie maintenant. Tu es un poids pour lui. Comment il prévoyait de la garder 5 ans, le délai pour être déclarée morte, puis de la retrouver miraculeusement. Réclamer l'assurance. Contrôler l'héritage via le Pacs. Comment Romain venait parfois, pour vérifier qu'elle était toujours brisée, toujours convaincu que j'avais renoncé. Il me disait « François profite bien de sa nouvelle vie. Il a vendu la villa, il voyage, il est libre. » Je le croyais. Parce que pourquoi mentir? Parce que 890 000 € de patrimoine, ça vaut quelques mensonges, a répondu Hugo froidement, pour certaines personnes. L'enregistrement a duré 3 heures. Quand c'était fini, Fanny était épuisée, mais déterminée. « Papa, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» J'ai regardé Hugo. Il a souri. « Maintenant, on les envoie pas qu'en prison. » Le 8 mai à 9h30, nous sommes entrés au palais de justice. Hugo, Fanny, moi, le dossier complet. Témoignages enregistrés, preuves documentées, vidéo du port. Oui, elle resterait irrecevable au pénal, mais elle montrait la véracité du témoignage. Le procureur Madame Claire Fontaine, une femme de 50 ans réputée pour sa rigueur, nous a reçus dans son bureau. Elle a écouté l'enregistrement, lu les documents, regardé la vidéo. Puis, elle a retiré ses lunettes et nous a fixés. « Monsieur Durand, votre fille a été séquestrée pendant 4 ans. 4 ans.
Et vous me dites que ces gens vivent tranquillement à Lyon? Dans ma maison familiale, madame le procureur? Oui, plus pour longtemps. Elle a décroché son téléphone. Commissaire Bertin, Clairefontaine. J'ai une affaire d'enlèvement et séquestration. J'envoie les mandats dans l'heure. Oui, 3 personnes. Rousseau-Romain, Rousseau-Delphine, Rousseau-Sylvie. Elle a raccroché. 12 mai, 6 heures du matin. Interpellation au domicile. Je suppose que vous voulez être là? J'ai souri. Non, madame. Je veux juste savoir qu'ils y seront. Le 12 mai à 6h03, la police a défoncé le portail chromé de Villa-les-Glycines. 6 agents. Commissaire Bertin en tête. Mandat d'arrêt signé par le juge des libertés. Je n'étais pas là. Mais Sandrine si, elle a tout filmé, discrètement, depuis le café d'en face. Romain a ouvert en caleçon, a vu les uniformes, son visage, ce visage arrogant qui m'avait souri avec condescendance, s'est vidé de toutes ses couleurs. Monsieur Romain Rousseau? Oui, mais vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement et séquestration de personnes. Vous avez le droit de garder le silence. Menottes, lecture des droits. Delphine est descendue en courant. Qu'est-ce que... Romain, qu'est-ce qui se passe? Madame Delphine Rousseau? Je suis avocate, vous ne pouvez pas. Vous êtes en état d'arrestation pour complicité d'enlèvement et séquestration. Même traitement. Menottes, droit. Sylvie hurlait depuis l'étage. C'est une terrible erreur. Elle aussi. 3 Rousseau dans 3 voitures séparées. Direction, garde à vue au commissaire central. La nouvelle a éclaté dans Lyon comme une bombe. Le Progrès a titré le 13 mai. Séquestration à Lyon. La fille d'un notaire retenue 4 ans en Corse. France 3 Régions a repris. Puis TF1. L'histoire était trop belle. L'enlèvement, la fausse disparition, l'héritage, le père ruiné qui cherche. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Journaliste, connaissance, ancien collègue. François, c'est vrai, Fanny est vivante. Le 14 mai, le Progrès m'a contacté. Monsieur Durand, accepteriez-vous une interview? J'ai réfléchi, puis, oui, mais à mes conditions. Je veux raconter toute l'histoire, avec documents à l'appui. L'interview est parue le 16 mai. 4 pages. Photo de Fanny, avant/après. Copie des actes frauduleux de Romain. Mon studio minable. Villa-les-Glycines avec ses volets en PVC. J'ai raconté tout, froidement, factuellement. Les 670 000 € dépensés. Les ventes forcées. Les 4 ans d'enfer. Et leur plan. Garder Fanny 5 ans, la déclarer morte, encaisser. L'effet a été dévastateur. Le cabinet d'avocats de Delphine, Fouché et Associés, a publié un communiqué le 17 mai. Suite aux révélations concernant maître Delphine Rousseau, nous avons décidé de mettre fin à sa collaboration avec notre cabinet. Ces actes sont incompatibles avec notre éthique professionnelle. Traduction. Viré, radié, fini. L'agence immobilière de Romain a fait pareil. Email lapidaire. Monsieur Rousseau ne fait plus partie de nos effectifs. Mais ils ont contre-attaqué. Bien sûr qu'ils ont contre-attaqué. Les rats mordent quand ils sont acculés. Le 20 mai, ils sont sortis sous caution. 50 000 € payés par leur avocat, maître Bernard, qui espérait sauver sa réputation en gagnant l'affaire. Le 23 mai, ils ont déposé une plainte contre moi. Monsieur François Durand a manipulé sa fille vulnérable. Il l'a convaincue de mentir. C'est une vengeance contre une famille qui a légitimement géré son patrimoine. Pathétique, mais juridiquement, ça créait un problème. Hugo m'a appelé. François, ils tentent le coup de la folie. Ils vont essayer de prouver que Fanny est instable, que son témoignage n'est pas fiable. Elle a été enfermée 4 ans, évidemment qu'elle est fragilisée. Justement, ils vont exploiter ça. Il nous faut une expertise psychiatrique indépendante. Vite! Nous avons trouvé le docteur Mercier, psychiatre réputé, neutre. Il a examiné Fanny pendant 3 heures le 26 mai. Son rapport, remis le 30 mai. Mademoiselle Durand présente les symptômes classiques d'une séquestration prolongée. Cependant, son témoignage est cohérent, précis et corroboré par les faits. Elle est parfaitement capable de discerner le vrai du faux. Conclusion, témoignage recevable. Échec pour les Rousseau. Premier. Deuxième attaque, le 28 mai,
Ils ont assigné en justice pour me faire interner. François Durand souffre de paranoïa. Il a monté une machination délirante contre une famille innocente. J'ai ri, vraiment ri. Puis j'ai sorti mon propre certificat médical daté du 4 février, veille de mon premier dépôt de plainte. Monsieur Durand est en pleine possession de ses moyens. Aucun signe de trouble psychiatrique. Signé Dr Alain Roussel, médecin généraliste depuis 35 ans. Anticipation. Toujours anticipé. Le juge a rejeté leur demande en 10 minutes, littéralement. Audience à 14h30, rejet à 14h40. Troisième attaque, la campagne de diffamation. Sylvie a fait le tour du quartier. François a manipulé sa fille. Il veut notre argent. C'est un monstre. Sauf que Lyon n'est pas si grande. Et mes anciens collègues notaires, mes connaissances, mes amis du club de bridge, tous savaient qui j'étais. 38 ans de réputation irréprochable, ça compte. Madame Petit, ma voisine de palier, a été la première à réagir. Elle a croisé Sylvie au marché. Madame Rousseau, j'ai connu François Durand pendant 20 ans. C'est l'homme le plus intègre que je connaisse. Vous et votre famille devriez avoir honte. D'autres ont suivi, un par un. Sylvie s'est retrouvée isolée, personne ne lui parlait. Au marché, les commerçants servaient les autres clients d'abord. À la boulangerie, on oubliait sa commande. Lyon peut être une petite ville quand il le faut. Le 5 juin, j'ai déposé avec René un dernier acte. Assignation civile. 1 240 000 € de dommages et intérêts. Détail. 670 000 € d'économies perdues, 522 000 € de valeur immobilière, vendu 50 000 € de préjudice moral. Ils n'ont pas cet argent, a dit René. Je sais, ce n'est pas pour l'argent, c'est pour le principe. Ils doivent savoir que tout a un coût. Le 15 juin, autre audience. Celle-ci pour l'expulsion de Villa-les-Glycines. Les 90 jours accordés le 18 février étaient écoulés. L'huissier, toujours le fidèle Mercier, est venu avec la police. Romain a tenté de bloquer la porte. C'est notre maison. Monsieur, c'est un acte d'expulsion signé par le juge. Vous avez 1 heure pour prendre vos affaires personnelles. Tout le reste reste. Ils ont sorti quelques valises. Sylvie pleurait. Delphine était livide, silencieuse. Romain criait des menaces vides. J'étais là, devant le portail. Je voulais voir. Je méritais de voir. Quand Romain est passé devant moi, il s'est arrêté. Nous nous sommes regardés, 4 ans de haine concentrés dans un regard. Vous vouliez tout prendre, ai-je dit doucement. Maintenant, vous n'avez plus rien. Et ce n'est que le début. Va te faire foutre, vieux con, monsieur Rousseau. L'agent de police s'est avancé. Ça suffit, circulez. Ils sont partis. Dans un Uber. Parce que la BCPMW avait été saisie pour payer les avocats. Je suis entré dans ma villa. Ma villa. Après 4 ans d'absence, ils avaient détruit tant de choses. Les boiseries arrachées, les murs repeints en couleur criarde, la bibliothèque de mon père démontée, le parquet rayé. Mais c'était réparable. Tout était réparable. Fanny est arrivée 1 heure plus tard. Elle a traversé les pièces en silence, touchant les murs, les souvenirs. On va la remettre comme avant, papa. Non, on va la rendre encore plus belle. C'est notre nouveau départ. Elle a souri. Pour la première fois depuis son retour, un vrai sourire. Dehors, le soleil de juin brillait sur les Glycines. Elles avaient survécu malgré tout, comme nous. Entre juin et septembre, j'ai méthodiquement assemblé les dernières pièces du puzzle. La mécanique judiciaire française est lente, mais quand on sait l'actionner correctement, elle devient implacable. Début juillet, un de mes anciens collègues notaires, Maître Lacroix, m'a contacté. « François, j'ai entendu parler de ton affaire. Terrible ce qui t'est arrivé. Écoute, je dois te dire quelque chose. Les Rousseau, ils ont vendu des meubles, des antiquités. Je les ai vus passer chez Drouot. »« Quels meubles ?»« Le secrétaire Louis XV, la commode estampillée, le lustre vénitien. »« J'ai les catalogues de vente si tu veux. Il me les a envoyés. Total, 67 000 €, mes meubles. Vendus sans autorisation,
détournement de biens. Article 314-1 du Code pénal. J'ai transmis à Hugo. Il a souri. Ça s'ajoute au dossier détournement recel. C'est du pénal, ça. Puis, mi-juillet, autre coup du sort. Mon comptable, monsieur Thierry, qui gérait aussi les comptes d'autres notaires lyonnais, m'a appelé. François, je n'aurais pas dû regarder, mais Delphine Rousseau, elle a fait des virements suspects en 2022. Vente non déclarée. Je connais quelqu'un à la DGF-IP, si tu veux. La Direction générale des finances publiques. Le fisc français. Implacable. Fait. 3 jours plus tard, Delphine recevait un contrôle fiscal. 67 000 € de revenus non déclarés. Fraude fiscale. Redressement. 28 000 € d'impôts, plus 15 000 € de pénalités, plus possible poursuite pénale. Leur avocat, maître Bernard, a tenté une dernière manœuvre désespérée. Le 20 août, il a déposé une requête en révision du jugement civil. Nouveaux éléments, vice du consentement, pression morale. René l'a démoli en 2 pages. Les nouveaux éléments sont antérieurs au jugement. La pression morale est une invention, requête manifestement abusive. Article 32, 1 du Code de procédure civile. Le juge a rejeté en 5 minutes. Maître Bernard a dû payer 3 000 € d'amende pour procédure abusive. Le procès pénal était fixé au 15 septembre. Cour d'assises de Lyon. Enlèvement et séquestration de personnes. Crime passible de 20 ans, mais le procureur en demandait 8 pour Romain, 7 pour Delphine. J'y suis allé. Fanny aussi. Elle devait témoigner. La salle était bondée. Journalistes, curieux. Quelques connaissances venues voir la chute des Rousseau. Romain est entré, menottes au poignet. 4 mois de détention provisoire l'avaient inchangé. Maigre, les yeux cernés. Ce n'était plus le bellâtre arrogant de mars 2021. Delphine était en tailleur noir, élégante jusqu'au bout. Mais ses mains tremblaient quand elle a pris place au banc des accusés. Sylvie pleurait déjà. Elle avait accepté un plaidé coupable, 3 ans avec sursis contre témoignage complet. Le président du tribunal, M. Arnaud, 65 ans, réputé pour sa sévérité, a ouvert la séance. « Madame Durand, pouvez-vous nous raconter ?» Fanny s'est levée, voix claire, posée. Elle a tout raconté. Les 4 ans, la villa en Corse, les mensonges. Il me disait que mon père ne voulait plus de moi, qu'il avait vendu la maison familiale pour voyager, qu'il était heureux d'être débarrassé. Je voyais Romain se recroqueviller sur sa chaise à chaque phrase. « Et vous les croyez ? Pourquoi aurais-je douté ? C'était mon fiancé. Sa sœur était avocate. Sa mère pleurait en me disant combien c'était triste. Je pensais vraiment que mon père m'avait abandonné. » Le procureur a montré les photos, moi devant mon studio minable, les reçus des détectives, les actes de vente. « Mademoiselle Durand, voici votre père pendant ces 4 années, ruiné, désespéré, cherchant inlassablement. Vous semble-t-il heureux et libre ?» Fanny a pleuré. « Non, ils m'ont tout volé. 4 ans de ma vie. Ma relation avec mon père, tout. » L'avocat de Romain a tenté. « Mais monsieur Rousseau aimait mademoiselle Durand. Le Pax prouve. » Le PAC, ai-je coupé depuis le public, prouve qu'il préparait son plan. Signé 7 jours avant l'enlèvement. 7 jours. Le président m'a regardé. « Monsieur Durand, laissez la défense parler, même si elle dit n'importe quoi. » Rire dans la salle, même le procureur a souri. La plaidoirie de maître Bernard a duré 40 minutes. Erreur de jeunesse. Amour devenu obsession. Pas de violence physique. Regret profond. Celle d'Hugo. 15 minutes. Préméditation. Cupidité. 4 ans de séquestration. Destruction psychologique. Tentative de spoliation d'un patrimoine familial. Le jury s'est retiré à 16h37 et revenu à 19h12. Verdict ? Le président du jury s'est levé. Coupable, tous les chefs d'accusation. Romain a fermé les yeux. Delphine est restée figée. Sylvie a sangloté plus fort. Peine ? Romain Rousseau, 6 ans de prison ferme. Delphine Rousseau, 5 ans de prison ferme. Sylvie Rousseau, 3 ans avec sursis, déjà prononcé dans le cadre du plaidé coupable. 6 ans, 5 ans, c'était fini. Romain s'est tourné vers moi. « François, Monsieur Durand, l'ai-je corrigé. Nous ne nous connaissons pas assez pour le prénom. Ils l'ont emmené,
menottes, direction, maison d'arrêt de Lyon-Corbas. Dehors, sur les marches du palais de justice, les journalistes nous attendaient. France 3, TF1, Le Progrès. Monsieur Durand, que ressentez-vous? J'ai réfléchi. Que ressentais-je? Satisfaction? Oui. Vengeance? Non. Justice, c'était le mot. Justice. Je ressens que la loi française, quand on la respecte et qu'on l'utilise correctement, finit toujours par rendre justice. Ça a pris du temps, ça m'a coûté cher, mais nous y sommes. Et les Rousseau? Ils ont fait leur choix. Ils assument les conséquences, c'est tout. Le 1er octobre, autre audience. Civile cette fois. Tribunal de grande instance, dommages et intérêts. René a présenté le dossier. 670 000 € d'économies dépensées. 520 000 € d'appartements vendus. 50 000 € de préjudice moral. Total, 1 240 000 €. L'avocat des Rousseau, un jeune commis d'office, maître Bernard ayant jeté l'éponge, a tenté. Mes clients n'ont pas ces moyens. Ils sont ruinés. Ce n'est pas le problème du tribunal, a répondu le juge. Condamnation solidaire, 1 240 000 €, avec intérêt au taux légal. Il n'avait rien, aucun bien, aucune économie. Romain était en prison, Delphine aussi. Sylvie vivait d'allocation dans un studio à Vénissieux. À la sortie, René m'a demandé « Tu vas exécuter le jugement ?» Non, ils n'ont rien à saisir. Le jugement servira juste de rappel, pour toujours. Qu'ils me doivent 1 240 000 €, qu'ils ne pourront jamais rembourser. J'ai souri. C'est leur dette, leur fardeau. Pour le reste de leur vie. René a hoché la tête, implacable jusqu'au bout. Tu m'as connu autrement? Ce soir-là, dans ma villa, j'ai ouvert une bouteille de Côtes-du-Rhône, pas un grand cru. Un honnête village. Je l'ai bu seul, sur la terrasse, en regardant les glycines. 4 ans de combat, tout perdu, tout reconstruit, mais surtout, ma fille retrouvée, ma dignité restaurée, ma justice obtenue. Le téléphone a sonné. Fanny. Papa, ça va? Ça va, ma chérie, ça va même très bien. Le procès est vraiment fini? Vraiment fini, ils sont en prison. Le jugement civil est exécutoire. C'est terminé. Silence, puis on peut enfin vivre, alors? On peut enfin vivre. Octobre 2025. Les feuilles des glycines commençaient à jaunir. L'automne était précoce cette année. Fanny et moi avons passé 3 semaines à remettre la villa en état, repeindre les murs massacrés, réparer le parquet rayé, racheter quelques meubles, pas des antiquités. Nous n'en avions plus les moyens, mais des pièces honorables. Le problème juridique restait entier. La villa appartenait à 60% au fonds de charité. Je ne pouvais pas la racheter, je n'avais pas d'argent. René a trouvé la solution. Une SCI, Société Civile Immobilière. Vous, Fanny, et le fonds créaient une structure commune. Chacun détient des parts proportionnelles à sa contribution. Le fonds acceptera. Ils adorent l'idée. Ça fait partie de leur mission, aider les familles de disparus à se reconstruire. Et cette villa, c'est un symbole. Le 12 octobre, nous avons signé les statuts. Devant René, naturellement, SCI Villa Les Glycines. Fonds de charité, 40%, leur donation restait. Fanny Durand, 35%. François Durand, 25%. Vous ne pourrez jamais vendre sans l'accord du fonds, a précisé René. Parfait, je ne veux pas vendre. Je veux que cette maison reste dans ma famille. Pour toujours. Fanny a signé. J'ai signé. René a apposé son sceau. Acte authentique, enregistré, opposable, définitif. Ces mots. Ces merveilleux mots juridiques français. Félix est venu dîner le 18 octobre. Il avait maigri pendant ses 4 ans de recherche, dépensé ses 12 000 € d'économie, tout sacrifié pour une fille qu'il aimait en silence. « Félix, ai-je dit après le dessert, j'ai une proposition. Monsieur Durand, François, appelle-moi François, tu as gagné ce droit. » J'ai sorti un dossier. Je reprends une activité de consultant juridique, rien d'énorme. Conseil en succession, donation, transmission de patrimoine. J'ai besoin d'un associé, quelqu'un de loyal, de patient, d'obstiné. Je ne suis pas juriste. Tu es architecte.
Tu sais lire des plans, des contrats, des dossiers complexes. Le reste s'apprend. Alors, il a regardé Fanny. Elle a souri, hoché la tête. D'accord, oui, avec plaisir. Parfait. On commence lundi. Durand et Dubois, consultants. Sandrine est passée récupérer son dernier chèque. 7 000 € pour avoir retrouvé ma fille. Le meilleur investissement de ma vie. Gardez contact, a-t-elle dit. Au cas où. Au cas où quoi? Au cas où d'autres pères auraient besoin d'aide. J'ai compris. Vous voulez que je finance des recherches? Vous avez vécu l'enfer. D'autres le vivent. Vous pourriez orienter les familles vers moi. Je leur ferai un tarif. Marché conclu. Elle est partie. Une femme remarquable, efficace, discrète. Le genre de personne qui rend le monde un peu meilleur. Hugo et René ont organisé un dîner le 25 octobre, jour d'anniversaire de Fanny, 32 ans, dans ma salle à manger rénovée. Étaient main présents Fanny et Félix, qui n'étaient plus si timides l'un envers l'autre, Hugo et son épouse Claire, René et sa compagne Isabelle, Sandrine et moi. J'ai ouvert la bouteille, Château Margaux 1995, la seule que j'avais cachée avant de vendre ma collection, gardée dans la cave de René pendant 4 ans. Cette bouteille, ai-je dit en la débouchant, devait être bue au mariage de Fanny. En mars 2021, ce mariage n'a jamais eu lieu. Et heureusement, rire. Même Fanny a souri. Mais aujourd'hui, nous célébrons quelque chose de plus important. Pas un mariage, une libération, une victoire. Une famille qui se reconstruit. J'ai versé. Le vin était magnifique, robe grenat, arôme de fruits mûrs, de cuir, de tabac, 30 ans d'âge. Parfait. À la justice, a dit Hugo en levant son verre. À la patience, a ajouté René. À ceux qui ne renoncent jamais, a murmuré Fanny. À la famille, a conclu Félix. La vraie, nous avons bu en silence. Un silence confortable, complice. Plus tard, Fanny m'a rejoint sur la terrasse. Les lumières de Lyon scintillaient en contrebas. Octobre était doux cette année. Papa? Oui? Ils vont sortir, un jour, dans 5 ans, 6 ans. Je sais. Tu as peur? J'ai réfléchi. Peur? De Romain qui sortirait cassé, ruiné, avec un casier judiciaire? De Delphine, qui ne pourrait plus exercer le droit? De Sylvie, qui vivait déjà dans la honte? Non, ils ont perdu, tout perdu. Le jugement civil les poursuivra toute leur vie. 1 240 000 € qu'ils me doivent. Insaisissable, inoubliable. Leur croix. C'est dur. Ils ont enlevé ma fille, séquestrée pendant 4 ans, volé mon patrimoine, détruit ma vie, et ils espéraient s'en sortir. J'ai bu une gorgée de vin. La justice française les a rattrapés. Pas moi, la loi. Je n'ai fait qu'utiliser ce que la République met à disposition de ses citoyens. Tu es un homme dur, papa. Non, je suis un homme juste. Nuance. Elle a souri, m'a embrassé sur la joue, est rentrée rejoindre les autres. Je suis resté dehors, seul avec mes pensées. 4 ans d'enfer, tout perdu. Puis 4 mois de combat méthodique. Et maintenant, victoire complète. Les Rousseau? Romain purgerait 6 ans, sortirait à 51 ans, casier judiciaire, sans emploi, sans économie. Delphine purgerait 5 ans, plus jamais d'exercice du droit, rayée du barreau. Sylvie vivait d'allocations, rejetée par son quartier. Moi, j'avais ma fille, ma maison, ma dignité. Mon activité de consultant qui repartait doucement, pas riche mais confortable, et surtout, en paix. Certains diraient que je suis allé trop loin. Ces gens-là n'ont jamais eu leur enfant enlevé. D'autres diraient que j'aurais dû pardonner. Ces gens-là n'ont jamais passé 4 ans dans un studio de 28 mètres carrés à survivre avec 1660 € par mois. Moi, je dis juste que j'ai utilisé la loi. Rien d'illégal, rien d'immoral. Juste la loi française, méthodiquement, implacablement. En France, on a un dicton. Qui sème le vent récolte la tempête. Ils ont semé. J'ai été la tempête. Maintenant, c'est le calme. Je suis rentré dans la villa. Les rires résonnaient dans la salle à manger. Félix racontait une anecdote. Fanny riait. Un vrai rire. Le premier depuis 4 ans. C'était ça, la victoire. Pas les jugements,
Pas les condamnations, pas les millions qu'il me devait, juste ma fille qui riait à nouveau. Dans notre maison familiale, entourée de jambon, j'ai levé mon verre, silencieusement, pour la justice, pour la patience, pour le droit français qui, quand on sait l'utiliser, est une arme redoutable, et surtout pour les glycines, qui avaient survécu à 4 ans d'occupation et qui refleuriraient au printemps, comme nous. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de votre écoute.